Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Je sais que vous nous attendiez. Nous tenons notre promesse. Nous voici de nouveau dans le cadre de la rentrée pour votre émission Mystère et Culture. L'équipe n'a pas changé. C'est une équipe gagnante. On ne la changera pas. Alors je salue d'abord mon interlocuteur préféré, mon référent absolu sur ces questions, docteur Marie-Hélène Jacobi-Coali. Madame, bonjour. Bonjour, Nico Italique. Ça va? Ça va. Et je profite également pour saluer les téléspectateurs de Canal 10 qui, effectivement, beaucoup d'entre eux nous ont fait savoir de part et d'autre qu'ils nous attendent. Très bien. De bien faire, mais ils trouvaient que ça tardait, quoi. Voilà. Très bien. Ben nous voici revenus dans le même esprit. Je vais peut-être renouveler un peu les formes parce que je vous trouve ravissante dans votre nouveau look. C'est le look de rentrée. Voilà, oui, nouvelle rentrée, oui. Nouveau look. Parfait. Je vous ai aussi beaucoup entendu ces temps-ci sur d'autres télés, d'autres radios périphériques. Oui, tout à fait. C'est le moment où on fait beaucoup appel aux sociologues, donc, et notamment en matière de rentrée scolaire, aussi par rapport à des thèmes qui renvoient à ce que nous défendons en matière de culture ou de mystère. D'accord. Mais avant de poursuivre, moi, je ne voudrais pas oublier, je ne voudrais pas me faire tirer les oreilles. Dites-nous tout. Je tiens à saluer tous mes amis de Guadeloupe et d'ailleurs également, tout comme les téléspectateurs, mais tout particulièrement mes amis qui sont actuellement en Arabie Saoudite. D'accord. Et qui ont tenu à me faire savoir qu'ils avaient les moyens en matière de technologie. Ils vont s'organiser. Il est maintenant 19h là-bas et ils m'ont dit qu'ils seront devant leur petit écran. Ils vont regarder l'émission. Donc, je tenais à les saluer. C'est très bien. Dire encore merci de nous suivre, même en allant jusqu'en Arabie Saoudite. Preuve que l'émission vraiment les intéresse. C'est parfait. Comme tant d'autres. Bien. Alors, pour revenir sur le terrain du Guadeloupéen, aujourd'hui, toujours dans le même esprit, celui de Mystère et Culture, de nos habitudes, de la culture cachée, vous allez nous parler de ce qu'on appelle le magico-religieux en milieu scolaire. Alors, d'abord, moi qui commence méthodiquement, il y a le magico-religieux et il y a un milieu scolaire. Oui. Alors, le magico-religieux, voici un terme un peu curieux pour les non-initiés qui est un peu bizarre parce que est-ce que c'est pas incompatible? Parce que le religieux, on sait bien ce que c'est le religieux. Le religieux, c'est la messe pour les catholiques, c'est le temple aux adventistes, c'est la synagogue, c'est la mosquée, c'est le Dieu sérieux. Bon, mais le magique a l'air dans le chemin de traverse, dans les petites affaires curieuses, dans les quatre chemins, dans la sorcellerie. Comment pouvez-vous déjà nous dire qu'il est question du magico-religieux? C'est quoi exactement cette affaire-là? Rassurez-nous, nous sommes inquiets. Bon, de toute façon, nous sommes là pour ça, pour éclaircir les situations, les thèmes, les termes incompris d'ailleurs. Notre générique Mystère et Culture renvoie bien à la question que vous posez, ou plutôt aux questions que vous posez. Mystère qui veut dire inconnu, incompréhension, mystique, chose cachée, et culture qui renvoie à tout ce qui est structuration sociale. Et donc, qui touche l'art, l'histoire, les religions, comme vous venez de dire. Et qu'est-ce qu'on fait de tout cela si on n'éclaircit pas les choses? Eh bien, on se retrouve avec des citoyens, des personnes qui font l'amalgame de tout cela et qui, quelquefois, pointent du doigt de façon négative ce qui, peut-être, est avant tout positif et constructif. Donc, le magico-religieux, effectivement, vous faites bien de le dire, c'est
quand l'occasion m'est donnée, puisque vous m'avez dit que vous m'avez entendu dernièrement sur les ondes, dès lors que l'occasion m'est donnée, je profite pour préciser, même si je ne rentre pas dans les détails, que le magico-religieux n'est pas de la sorcellerie. Ah, ça, je vous arrête tout de suite pour qu'on dise. Voilà. Vous dites, ce qui nous étonne apparemment, qu'il y a une différence entre la sorcellerie et le magico-religieux. Tout à fait. C'est quoi? Cette différence, c'est quoi? C'est votre volonté, votre souhait? C'est subjectif? C'est l'analyse qui le permet d'arriver là? Non, le chercheur que je suis ne peut pas me permettre d'avancer des arguments qui relèveraient uniquement de ma propre réflexion. Tout à fait, bien sûr. Donc la superstition, par exemple, parce que les gens font l'amalgame entre ces trois termes, la superstition, la magie et la sorcellerie. Alors que le magico-religieux n'a rien à voir avec tout cela. Donc, par exemple, la superstition, c'est avant tout une parole qui est partie d'un jour de quelqu'un, justement, qui se dirait, mais tiens, voilà, il s'est passé telle chose. Souvent, c'est suite à des observations. Et cette parole est répétée, et elle part d'une pensée ou d'une réflexion individuelle pour atteindre une réflexion ou une pensée collective. J'aime bien illustrer avec un exemple. Je prends l'exemple du miroir cassé. Les gens disent que quand on casse un miroir, alors il y a une différence entre quand on casse un miroir et quand le miroir se brise de lui tout seul, et donc les gens disent que cela porte malheur. Mais quand on cherche, mais vraiment d'où est partie, en tout cas cette pensée, ça vient du fait de l'époque des reines où les servantes cassaient, brisaient en nettoyant les miroirs, voulant trop bien faire, et bien bon, voilà, elles brisaient le miroir. Et donc un beau jour, il y a une des reines qui s'est dit, mais ça suffit, moi je vais lui dire que la prochaine fois qu'elle va briser mon miroir, qu'elle va le casser en le nettoyant, il va lui arriver un malheur. Alors paraît-il, cette parole a circulé. Prendrait sa source dans un des exemples que nous connaissons. Ça n'a rien vraiment de fondé. Tout à fait. D'accord? Donc les gens qui y croient, ce sont des personnes qui souvent s'arrêtent à des répétitions d'une situation. Mais quelquefois là aussi, il faut voir est-ce qu'on n'est pas soi-même à provoquer ce qui se répète. Alimenter la rumeur non fondée. D'une part, mais aussi en termes de croyance. Oui, tout à fait. En termes de croyance. Alors ça, c'est la superstition. La magie, c'est un terme qu'on a souvent associé à tout ce qui est négatif. Tout ce qui est négatif, si bien que beaucoup de personnes vont parler de magie noire. Ah oui, comme noir. Par hasard, c'est noir. Oui, très bien. Pour l'associer à la sorcellerie. Oui, d'accord. Et la magie blanche, pour l'associer à tout ce qui vient de l'extérieur et qui serait bénéfique et qui serait positif pour nous. Mais quand on regarde, moi j'aime bien citer un auteur, quelqu'un avec qui d'ailleurs j'échange de temps en temps, M. Guillaume Titiana, qui explique bien, il a déjà écrit plusieurs livres, il explique bien que justement, on fait cet amalgame parce qu'on ne se réfère pas au fait que la magie, en aucun cas ne peut être la sorcellerie. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, à travers mes recherches, c'est ce que j'ai fait. Et qui veut dire magie du temps des pharaons, parce que c'est un égyptologue, donc vous comprenez bien, il en parle beaucoup. Du temps des pharaons, le médecin était appelé magicien. Donc tout ce qu'il faisait, c'était la magie. Et ce mot magie était associé à une science supérieure, celle de pouvoir maîtriser ce qu'il faut pour guérir les gens. Donc voilà ce qu'est la magie. La magie, c'est cette compétence que l'on a à mettre en œuvre des interprétations ou des pratiques que d'autres ne pourraient pas faire pour obtenir un résultat. D'accord. Je vous interromps 15 secondes, pas plus, pour aller dans votre sens. Vous savez que dans l'Ancien Testament, lorsque en Égypte, Moïse rencontre les Égyptiens, et qu'il y a un concours de hauts faits magiques, les Égyptiens disent, dans le texte de l'Ancien Testament, c'est la magie de Moïse.
qui est manifeste. Donc ce terme-là, vous avez entièrement raison. Tatiana aussi a raison. Le terme magique n'a rien en soi de péjoratif. C'est l'opérant qui agit sur le réel. Il a une connaissance qui le permet d'opérer. Alors, comme il est plus fort que vous dites sa magie est plus forte que la mienne. Voilà. Et donc, quand on a voulu, on sait très bien que dans le monde, il y a toujours des oppositions. D'ailleurs, ce matin, nous sommes là pour parler de l'opposition entre deux mondes, le monde magique et le monde scolaire. Nous y arrivons. On y arrivera, bien sûr. Tout à l'heure. Et donc, l'un des livres de M. Titiana qui me revient à l'esprit, c'est Cham et ses fils, des Noirs bénis de Dieu. Donc, je l'ai lu et donc, effectivement, il y a un passage où il en parle. Et quand on se réfère à tout ce que nous venons de dire autour de la magie, on pourrait se dire aussi tous les miracles que Jésus a fait dans le temps. Eh bien, aujourd'hui, comme les gens se sont éloignés de la vraie définition des mots, on dirait donc que Jésus fait de la magie. Alors, c'était des miracles. Tout à fait. Oui, donc, cela montre aussi que l'évolution du mode de pensée, d'une part, mais comme on disait tout à l'heure par rapport au mot superstition, non seulement le fait de véhiculer une idée qui par la suite deviendra une idée, une réflexion, une pensée, une croyance collective, eh bien, si on ne s'arrête pas pour rétablir les choses, eh bien, on va continuer dans l'amalgame et on va continuer à pointer du doigt des personnes qui ne méritent pas de l'être. On va continuer à être dans le jugement, en oubliant souvent ce 10e commandement, tu ne jugeras point. C'est très bien, c'est bien dit. Alors, on voit un peu ce que c'est. Rapprochez-nous un peu de la question d'aujourd'hui, à savoir le magico-religieux en milieu scolaire. Parce qu'en principe, le milieu scolaire est censé être un milieu rationnel, condiment bien sérieux, pour appréhender la culture, pour avoir les bases, les clés d'interprétation du monde, apprendre à lire, écrire, compter, pour se situer. Que vient chercher le magico-religieux en milieu scolaire ? Alors, avant de poursuivre, je vais terminer pour répondre à votre première question. Allez-y, vous avez répondre à mes questions. Une question qui était plusieurs questions. Parce que là, on a défini la superstition, qui est souvent confondue avec le magico-religieux. À tort. On a parlé de la magie, qui n'a rien à voir, qui relève d'une science supérieure. Et on n'a pas donné la définition de la sorcellerie, qui est souvent confondue avec le magico-religieux, très souvent d'ailleurs. Même sur les ondes, je ne sais pas, on va au cimetière, on parle de tombeaux qu'on aurait visité la veille ou pas, les gens vont vous parler de magico-religieux. Or, il s'agit là de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, par exemple, c'est à la base toute démarche mise en place dans l'esprit de faire du tort à autrui. Et souvent, les gens vous donnent comme exemple, d'ailleurs dans les revues, parce qu'il faut tout lire quand on est chercheur dans un domaine donné. Il y a des revues où on vous donne des exemples de poupées qu'on va piquer avec des épingles. Et là, les gens... Vous pouvez acheter un conque parfum, peut-être ? Oui, à conque parfum. J'ai vu des poupées à conque parfum. Je ne sais pas si les gens d'ici les achètent pour cela, mais j'en ai vu à conque parfum. Mais il faut savoir aussi que les achats que l'on fait reposent souvent dans l'esprit dans lequel on achète. On est d'accord. On fait l'achat. Donc on verra. Si l'occasion nous est donnée de parler des poupées, on y viendra. Très bien. Et donc, je disais, donc souvent, c'est un exemple qui est cité dans le cadre de la sorcellerie. Et alors, ces poupées que l'on pique avec des épingles pour des raisons diverses, mais c'est un acte, une démarche qui est faite avec d'une intention. Ouais, voilà. On est mal intentionné. C'est dans l'esprit de faire du tort, de faire le mal à son prochain. On est dans la sorcellerie, là. On est dans la sorcellerie. Parfait. Voilà. Très bien. Donc, bon, il ne faut pas confondre ces termes-là. Et nous voici donc. Il ne faut pas confondre, donc on va reprendre superstition, magie et sorcellerie. Et même magie, peut-être qu'un jour il faudra qu'on en parle, comme je disais tout à l'heure, comme par hasard, eh bien, il a fallu, parce que la magie à la base est une source qui relève d'une science supérieure, comme par hasard, il a fallu à un moment donné, je pense par rapport à l'évolution du mode de pensée, on s'est dit, oh là là, on nous rattrape, il faut faire
faire la différence entre magie noire et magie blanche. Mais peut-être qu'un jour on y reviendra, qui sait. Alors pour rassurer certains, en particulier les judéo-chrétiens, les chrétiens, moi je me souviens que, un jour vous avez dit ça ici, que parmi ceux qui viennent voir l'enfant qui est né pour sauver le monde, selon les chrétiens, il y a un mage. Il y a 2 ou 3 mages, je ne sais pas combien ils sont. Mais alors, ce qui prouve que cette affaire-là en soi n'est pas de la sorcellerie. Non, c'est pas de la sorcellerie. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand on entend parler certaines personnes et qui font toutes ces confusions, les gens diraient que Jésus fait de la magie, si c'était aujourd'hui. Donc, à l'époque, on a parlé de miracles, et aujourd'hui, si c'est quand on se réfère à ces différentes définitions, donc je dirais que merci à Canal 10 de nous permettre de rétablir en tout cas ces définitions qui permettront aux gens de prendre du recul et de bien s'assurer de ce qu'ils disent quand ils utilisent un mot. Exactement. Et d'identifier aussi les gens. D'identifier les gens, les pratiques, ce qu'ils font pour qu'eux-mêmes puissent se situer. Voilà. Non, vraiment, merci beaucoup. Ça, voilà. Donc, ceux qui nous écoutent doivent être très heureux. Aujourd'hui, on a fait clair cette question. Voilà. Alors, docteur, moi, j'étais un peu pressé. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous dire qu'est-ce que j'avais cherché dans notre milieu scolaire, ces affaires-là, Oui, alors, donc, on ne parle pas de superstition. La géométrie dans les écoles. Mais oui, je sais, moi aussi. Je suis passée par là. Oui. Tout à fait, je vous rejoins. Donc, il ne s'agit pas de parler de superstition, il ne s'agit pas de parler de magie, il ne s'agit pas de parler de sorcellerie, et il s'agit de parler d'un terme qui d'ailleurs nous est propre. Le terme magico-religieux. Le terme magico-religieux est étroitement lié à notre histoire. Alors, il faut savoir le mot, la composition du mot, d'ailleurs, que vous n'allez pas trouver ailleurs, parce que ça nous est propre, ça nous est intrinsèque. Nous devons le sauvegarder, d'ailleurs, comme nous faisons tout pour sauvegarder notre culture cachée. La décomposition du mot renvoie tout simplement à deux religions, à savoir le mot magie, comme il est dans un mot composé, il devient magico, d'accord, qui est tout ce qui relève de la religion africaine. C'est-à-dire que les Africains ont été déportés dans le cadre de l'esclavage. On les a dépouillés de tout. On les a dépouillés de leurs familles, de leurs enfants. On les a séparés, on les a humiliés. On ne va pas rentrer dans les détails, mais nous savons tout ce qui s'est passé. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a cherché à tout leur enlever, leur culture, y compris la religion. Mais on n'a pas réussi à leur enlever leur mémoire. Peut-être qu'on y arrivera maintenant avec tous les progrès pour le moment. Donc, ils ont gardé au fond d'eux ces pratiques religieuses qu'ils avaient. Mais comme je viens de dire tout à l'heure, à un moment donné, il a fallu ajouter blanc ou noir derrière le mot magie. Donc, tout ce que les Africains faisaient qui relevait de leur religion, parce qu'ils étaient avant tout une religion animiste, donc c'était qualifié de magie. D'accord. Et par contre, tous ceux qui venaient de l'extérieur, ceux qui sont venus pour apporter la bonne nouvelle, qui sont venus convertir les autres, leur dire que ce que vous faites, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est de la sorcellerie. On le leur a dit. Mais eux, ils savaient bien quand ils pratiquaient, c'était pas de la sorcellerie. Voilà, c'est ce que vous devez faire. Donc le mot religion et non religieux est resté. D'où le mot magico-religieux. Et pourquoi ce terme magico-religieux? Parce que jusqu'à aujourd'hui, au XXIe siècle, vous trouvez des personnes qui vont utiliser ce qu'ils ont appris de leurs parents, de leurs arrière-grands-parents qui étaient descendants d'esclaves, et qui aussi ont mis en pratique ce qu'on leur a dit qui est bien. C'est-à-dire, à l'époque, la première religion, c'était la religion catholique, mais j'aime bien préciser qu'à une époque, c'était la religion catholique, mais par la suite, les autres religions ont pris la relève sous d'autres formes, mais la relève est là. Et donc, quand il fallait à l'époque
il fallait se faire, à la période post-esclavagiste, il fallait, donc les gens continuaient à pratiquer quand même, mais ils pratiquaient en cachette. Parce que, d'où la culture cachée, d'où l'expression culture cachée. Les gens pratiquaient en cachette parce que quand on les surprenait en train de mettre en pratique ce qu'ils avaient appris tout naturellement, soit parce que quand ils sont arrivés, ils le faisaient déjà, ou ils ont transmis à leurs enfants et à leurs petits-enfants qui ont continué à le faire, eh ben, ils le faisaient en cachette. Parce que s'ils ne le faisaient pas en cachette, ils étaient punis, on dira. D'accord. Donc ce qui va se passer, c'est que les gens vont continuer à mettre en pratique les deux. On va leur dire, il faut vous baptiser pour que votre âme retrouve votre pays d'origine. Maintenant, on parle de conversion parce qu'on promet la vie éternelle. Enfin bref, on ne va pas rentrer dans le détail. On est dans un fonctionnement où on est soumis. Alors pourquoi le magico-religieux en milieu scolaire? Parce que vous avez des parents qui vont mettre en pratique des compétences interprétatives, on appelle ça en sociologie, compétences interprétatives, pour accompagner leurs enfants à mieux travailler à l'école. Et moi, personnellement, ma recherche est venue de là, non pas par rapport à ceux qui peuvent travailler et qui peuvent réussir, mais par rapport à ceux qui sont en échec. Et j'aimerais bien citer rapidement quelques exemples que l'on trouve dans mon livre d'ailleurs. Oui, on va trouver des enfants, par exemple. Attendez, on va se souffler 30 secondes. Parce qu'en fait, pendant que vous essayez de nous expliquer, j'ai rencontré ce livre-là. Je vais le montrer. Est-ce qu'on le voit à la télévision, ce livre? Enfin, moi, je le vois. Je sais pas ce qu'on était. C'est votre livre. Oui. Hein? C'est votre livre qu'il faut lire. Oui, il s'appelle Le fonctionnement scolaire à l'épreuve du magico-religieux, qu'on en trouve dans toutes les librairies, particulièrement une à Moule, où je devrais, je le cite parce que je devrais bientôt faire une séance de signature à la Ramio au Moule. Donc, ceux qui veulent avoir des détails. Parfum entend le distribuer? C'est prévu parce qu'on en avait parlé une fois. Il y a des gens qui sont allés à Conque-Parfum et demander le livre de Mme Jacobi Coali. Non, mais c'est un livre à lire. C'est pas parce que c'est le mien, mais en fait parce que ceux qui le lisent, me disent bon, il faut le lire, il faut en faire la pub. Parce que, par exemple, je vais citer des exemples concrets. Une fois qu'ils vont vous dire, par exemple, il y a toujours un crabe qui rentre dans la maison et ma maman envoie de l'ammoniac parce qu'elle dit que c'est un sorcier. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. C'est ce que disent les enfants. Des fois, il y a les enfants. Oui, les enfants. Je reprends, c'est pourquoi je tiens à lire pour traduire textuellement ce qu'ils disent. Ils disent, des fois, on voit des poules dans le catchimé, donc c'est-à-dire carrefour, dans ce carrefour, et ma maman dit que des fois, c'est pour empêcher aux enfants qui passent de ce côté-là de bien travailler. Donc, vous voyez, il y a un travail énorme à faire là-dessus. J'ai commencé, mais je ne peux pas tout faire toute seule. Je suis avec d'autres adeptes, on a déjà fait le travail, mais il faut le poursuivre. Et donc, pour la rentrée, vous avez des personnes que j'ai rencontrés et qui vont systématiquement, et particulièrement bien sûr à Conque-Parfum. Et là aussi, j'ai tenu à noter ce que les gens achètent régulièrement. Alors, il y a par exemple, il y a des eaux, vous voyez, on revient sur l'eau. Je vous disais que c'est un sujet intarissable. Ils achètent eau de mémoire, eau de réveil, eau divine, eau céleste. Ils achètent ça. Ils achètent aussi des laits, Pourquoi pas le lait de vache, mais le lait d'iris. Et il y a aussi une association entre les bains de déblocage que l'on trouve à Conque-Parfum et les feuillages que l'on vend sur le marché. Par exemple, avec le feuillage d'Ouvant-Nègre ou plus que l'homme. Le monsieur, je me demandais pourquoi d'Ouvant-Nègre et pas d'Ouvant blanc et tout ça. Mais enfin, bref, tout ça pour vous dire que les gens ont cette démarche. Et on trouve aussi à Conque-Parfum, et c'est là qu'on retrouve l'espace magico-religieux. Si vous allez acheter le bain, vous allez vous cacher, mais on trouve aussi des prières. Par contre, quand ils vont à Conque-Parfum, qu'ils achètent des prières, ils ne se cachent pas. Donc, vous voyez les pas importants que ça a dans la représentation et de ce qu'on nous a inculqué, de ce qui est bon. Et de ce qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas bon, c'est toujours nous. Et ce qui est bon vient de l'extérieur. On n'a pas besoin de se cacher. Donc, nous sommes là pour ça, pour poursuivre le travail. Mais je pense que ce sujet est très important. Nous allons être amenés à revenir. Parce que moi, j'ai interrogé des personnes quand ils m'ont dit qu'ils achètent ça. Mais je suis allée à Conque-Parfum, j'ai surveillé des personnes, on a parlé. Et il fallait qu'ils me disent pourquoi ils achètent, par exemple, les d'iris, ou bien eau de mémoire, ou bien eau divine, et pas une autre eau. Donc là,
je pense que nous allons être amenés à faire une autre émission pour en parler. Vous avez commencé à nous intéresser à la problématique et le temps est arrivé pour vous arrêter. Donc, je suis persuadé que la semaine prochaine, donc dans 15 jours, dans 15 jours, c'est-à-dire le 29 septembre, sur cette question-là, et pouvoir libérer un peu les gens et qu'ils se responsabilisent. Grâce à l'éclairage qu'on peut leur donner, la conscience qu'ils peuvent avoir, et agir et poursuivre le travail de la conscience individuelle vers la conscience collective, mais par rapport à ce qui relève de notre culture cachée, pour laquelle on n'a plus à se cacher, justement. Alors, 15 secondes pour résumer tout ça. Allez-y. Oh, mais en gros, j'étais déjà en train de résumer, donc voilà. À la semaine prochaine, pour poursuivre le sujet, le débat, le magico-religieux au milieu scolaire, mais aussi prendre conscience qu'on n'a plus à se cacher pour cet héritage africain qui relève qui est une richesse pour nous, parce qu'elle s'inscrit, cette culture cachée s'inscrit dans je dirais, dans la diversité de notre culture. C'est une richesse pour nous. Il faut l'exploiter positivement, sereinement, sans culpabilité. Vous êtes intarissables. Dans 15 jours, on continue. Rendez-vous à tous et à tous, Mystère et Culture, sur la question du magico-religieux et surtout ses implications au milieu scolaire. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt.